Au cœur de la pensée d'Adolf Hitler se trouvait une idée fixe. Le monde était un champ de bataille permanent où les peuples, comme les individus, étaient condamnés à lutter pour leur survie. Pour Hitler, l'histoire était une lutte biologique entre les races, la morale, une invention des faibles, et la paix, une illusion ne servant qu'à endormir les peuples destinés à dominer. Né dans l'Empire austro-hongrois, il avait observé dès son jeune âge ce qu'il considérait comme un échec de l'unité nationale allemande. Il voyait dans la diversité ethnique et culturelle de l'Empire un signe de décadence. Son expérience à Vienne, entre 1908 et 1913, fut décisive. La ville impériale, avec son mélange de peuples, de religions et de dialectes, lui offrit un laboratoire humain où se cristallisa sa haine. Là, il lut des pamphlets nationalistes, écouta des discours antisémites et assimila l'idée que le judaïsme n'était pas une religion, mais une conspiration internationale contre la pureté des peuples. Cette croyance devint l'axe central de sa pensée. Dans Mein Kampf, publié entre 1925 et 1926, Hitler développa sa vision du monde avec un ton prophétique. Il affirmait que le destin de l'Allemagne était prédéterminé par le sang et que son devoir historique était de s'étendre vers l'Est pour assurer l'espace vital, le Lebensraum, dont son peuple avait besoin pour prospérer. Les peuples slaves, dans sa conception, étaient des races inférieures destinées à servir ou à disparaître. Le marxisme, disait-il, était une invention juive destinée à détruire les nations de l'intérieur et la démocratie un masque de la faiblesse. Dans son esprit, seule une dictature racialement pure pouvait restaurer la grandeur allemande. La Première Guerre mondiale renforça toutes ces idées. La défaite de 1918 et le traité de Versailles devinrent le symbole de l'humiliation nationale. Hitler ne voyait pas ce dénouement comme une conséquence militaire, mais comme une trahison interne, un complot ourdi par les socialistes, les juifs et les libéraux. Ce coup de poignard dans le dos, comme il l'appelait, fut le mythe dont il avait besoin pour justifier son ascension future. Sa pensée se transforma en une religion de rédemption nationale. L'Allemagne devait être purifiée par la guerre, le sacrifice et l'obéissance absolue à un chef destiné par l'histoire. Dans la vision hitlérienne du monde, la nature ne connaissait pas la compassion. Seules les espèces les plus fortes survivaient et les faibles méritaient de disparaître. Cette idée darwinienne déformée se projeta sur les relations humaines et politiques. Hitler voyait le peuple allemand comme un organisme collectif. Chaque individu devait servir le corps racial, et celui qui ne le faisait pas était un parasite. Dans ses discours, il répétait que l'homme moderne avait oublié la dureté de la vie et que sa mission était de lui rendre l'instinct du combat. « Le monde ne changera pas par des discours, mais par le fer et le sang », disait-il, convaincu que l'histoire récompensait les peuples prêts à tuer pour leur destin. Sa vision de l'art, de l'éducation et de la culture découlait du même principe. Tout devait être au service de l'état racial. L'art devait exalter la force, la discipline et la pureté. L'éducation devait façonner les corps et les esprits. La science devait se soumettre au but biologique du Reich. Pour Hitler, la raison n'était utile que lorsqu'elle servait la volonté du peuple. Il méprisait la pensée libre et le débat intellectuel, qu'il considérait comme décadent. À leur place, il promouvait une esthétique de grandeur et de pureté, une spiritualité païenne centrée sur le sang et la terre. Le christianisme, bien qu'il l'utilisât dans sa rhétorique publique, lui semblait suspect. Il le voyait comme une religion de compassion, ennemie du combat. Cependant, il comprenait son pouvoir symbolique et l'utilisa pour légitimer sa cause. Dans sa rhétorique, la providence remplaçait Dieu, une force abstraite guidant les peuples forts vers la victoire. « J'accomplis la volonté du Créateur en luttant contre les Juifs », affirma-t-il un jour. Dans son esprit, l'extermination n'était pas un crime, mais une obéissance divine. Hitler a construit son idéologie comme un système fermé. Toute preuve qui le contredisait était réinterprétée comme une preuve de la conspiration de ses ennemis. Son entourage politique, composé de figures comme Goebbels, Himmler et Rosenberg, renforçait cette bulle de pensée absolue. La propagande nazie devint l'instrument parfait pour transformer sa Weltanschauung en bon sens national. La figure du Führer fut élevée au rang de prophète infaillible et des millions d'Allemands commencèrent à voir le monde avec ses propres yeux, comme une lutte entre pureté et corruption, entre destin et trahison. Réarmement et préparation militaire en secret.
Lorsque Hitler prit le pouvoir en janvier 1933, le traité de Versailles pesait encore sur l'Allemagne comme une chaîne. Il limitait son armée à 100 000 hommes, interdisait l'aviation militaire et restreignait la construction navale. Pour lui, ces conditions représentaient une humiliation imposée par des ennemis craignant le retour de la puissance allemande. Dans ses premiers discours devant les chefs de la Reichswehr, le nouveau chancelier fut clair. Le traité devait être aboli, non par la négociation, mais par des faits accomplis. Le droit ne se demande pas, il s'impose, dit-il. Et ainsi commença le réarmement en secret. Hitler comprit que son arme principale n'était pas l'acier, mais le temps. Durant les premières années du Troisième Reich, sa stratégie consista à gagner chaque minute possible tout en trompant les puissances occidentales par des gestes d'apparente modération. Il nomma Hermann Göring responsable du tout nouveau ministère de l'air, déguisé en institution civile. En même temps, les laboratoires allemands commencèrent à développer moteurs, avions et bombes sous le prétexte de recherches scientifiques. Les usines Krupp, Daimler et Messerschmitt travaillaient à pleine capacité dans le cadre de contrats secrets avec l'État. En 1934, Hitler s'assura le contrôle absolu des forces armées. Après la purge de la nuit des longs couteaux, au cours de laquelle il élimina Ernst Röhm et la direction des SA, il obtint le soutien de l'armée régulière qui voyait en lui un défenseur de l'ordre face à la Révolution. À la mort du président Hindenburg en 1934, il se proclama Führer und Reichskanzler, fusionnant les pouvoirs politiques et militaires. À partir de ce moment, tout serment de fidélité devait être prêté directement à sa personne et non à l'État allemand. La propagande présenta le réarmement comme une renaissance spirituelle. Lors des défilés de Nuremberg, Hitler montrait à la nation sa nouvelle foi en l'acier et la discipline. Pendant ce temps, le monde observait avec un mélange d'indifférence et d'espoir. De nombreux dirigeants européens, surtout en Grande-Bretagne, voyaient dans le nouveau régime un rempart contre le communisme soviétique. Hitler sut exploiter cette perception. Chaque fois qu'il agrandissait l'armée ou violait une clause du traité, il promettait que c'était la dernière étape, que son seul désir était de restaurer la dignité allemande. En mars 1935, il porta le coup décisif. Il annonça publiquement le rétablissement du service militaire obligatoire et la création de la Luftwaffe, une force aérienne qui existait déjà en secret. Ce fut un acte de défi ouvert à l'ordre international, mais la réponse fut faible. La France protesta, la Grande-Bretagne manifesta sa préoccupation, et la Société des Nations ne fit rien. Hitler interpréta ce silence comme un signe. Les démocraties n'étaient pas disposées à se battre pour la paix qu'elles disaient défendre. La même année, il lança le plan quadriennal en confiant son exécution à Göring. L'objectif était de transformer l'Allemagne en une puissance autosuffisante capable de soutenir une guerre longue. On investit dans la sidérurgie, les carburants synthétiques et l'armement lourd. Les industries furent réorganisées selon la logique de la mobilisation permanente. L'économie, la science et la jeunesse furent subordonnées aux projets belliqueux. Hitler croyait que la volonté d'un peuple pouvait surmonter toute limitation matérielle et que les ressources de la planète appartenaient, par droit naturel, aux races fortes. En mars 1936, les troupes allemandes franchirent le Rhin et remilitarisèrent la zone démilitarisée, un autre acte interdit par Versailles. Ce fut un pari téméraire. L'armée était encore faible et une réponse militaire française aurait détruit le régime. Mais personne ne réagit. Hitler l'interpréta comme une confirmation de son destin. Cette nuit-là, il dit à ses officiers « Maintenant je sais que je peux tout faire ». Dès lors, sa confiance en son intuition stratégique devint un dogme. Au cours des années suivantes, il renforça son système d'alliances et d'espionnage. L'Italie, sous Mussolini, devint son partenaire naturel. Tous deux partageaient la rhétorique de l'expansionnisme et le mépris des démocraties libérales. Le Japon, en Asie, se joignit au pacte anti-Comintern de 1936, scellant un front idéologique contre le communisme. Hitler voyait dans cette alliance la preuve que l'histoire était de son côté, que les peuples guerriers du monde s'unissaient contre la décadence occidentale. Simultanément, l'appareil de propagande de Goebbels intensifia son travail. Chaque annonce d'armement ou de victoire diplomatique était présentée comme un triomphe de la volonté nationale. Le peuple allemand ne voyait pas des chars ni des avions, mais des symboles de fierté.
Les écoles inculquaient l'obéissance et le sacrifice. La jeunesse hitlérienne s'entraînait physiquement pour le combat. Les ouvriers marchaient au rythme de consignes sur le destin du Reich. Le pays se transforma en une machine psychologique de guerre avant d'avoir tiré un seul coup. Hitler gardait un double masque devant le monde. Sur la scène internationale, il parlait de paix, de coopération européenne, de respect entre nations. En privé, il dictait des ordres pour accélérer la production de canons et de blindés. Ses réunions avec les chefs militaires étaient minutieuses, presque théâtrales. Il demandait des rapports sur chaque calibre, chaque avion, chaque plan logistique, convaincu que la guerre future devait se gagner avant de commencer. Dans son esprit, l'Allemagne était une forteresse assiégée qui devait se préparer à un affrontement inévitable. En 1938, le réarmement était presque achevé. L'Allemagne produisait plus d'acier que la Grande-Bretagne et la France réunies. Les nouvelles divisions cuirassées, qui deviendraient la future colonne vertébrale de la Blitzkrieg, étaient prêtes. La même année, Hitler déplaça la pièce suivante, l'Autriche. L'annexion, présentée comme une union fraternelle, fut en réalité une invasion soigneusement planifiée. L'Anschluss s'exécuta sans tirer une seule balle. Les puissances occidentales, paralysées par le souvenir de la Grande Guerre, acceptèrent le fait accompli. Le succès autrichien convainquit Hitler que son intuition était infaillible. Si le monde n'avait pas osé défendre Vienne, il n'oserait pas défendre non plus la Tchécoslovaquie. En septembre 1938, lors de la conférence de Munich, il obtint que les démocraties cèdent les Sudètes sous le prétexte de protéger les Allemands ethniques. Ce que les autres virent comme de la diplomatie, il l'interpréta comme une reddition. Sa stratégie de tromperie avait fonctionné. L'Allemagne avait reconstruit son armée, étendu ses frontières et humilié ses ennemis, le tout sans guerre ouverte. À la fin de 1938, Hitler était convaincu que l'histoire le protégeait. La Wehrmacht était l'instrument de sa volonté et l'Europe, un plateau dominé par la peur. Il ne restait plus qu'à franchir l'étape suivante, transformer le réarmement en conquête. La justification pour envahir la Pologne. Dans l'esprit d'Hitler, la guerre contre la Pologne n'était pas une agression, mais une nécessité historique. Depuis des années, il parlait du Lebensraum, l'espace vital que l'Allemagne devait conquérir vers l'Est pour assurer sa survie. La Pologne, créée après le traité de Versailles, symbolisait tout ce qu'il méprisait, une nation artificielle, soutenue par les Alliés et habitée, selon sa rhétorique, par des races mélangées, incapables de se gouverner. Pour Hitler, sa simple existence était une offense au destin du peuple allemand. Au cours des premiers mois de 1939, son discours changea de ton. Il ne parlait plus de justice ni de réparation, mais de destin. Lors de réunions privées avec ses généraux, il affirmait que l'Allemagne devait agir avant que les démocraties ne puissent réagir. Il savait que son armée était prête, que son industrie pouvait soutenir la guerre et que la population le suivait aveuglément. Il ne restait plus qu'à construire la justification. Dans sa logique, l'agresseur devait se présenter comme victime. Au début de l'année, il ordonna à la machine de propagande de Goebbels de préparer une narration sur les abus subis par les minorités allemandes dans le couloir polonais et dans la ville libre de Danzig. La presse nazie commença à publier des histoires fausses de paysans assassinés, de femmes violées et de familles allemandes persécutées. Les actualités montraient des images de cercueils couverts de drapeaux allemands, et chaque discours officiel se terminait par la même idée. L'Allemagne ne pouvait rester passive face à la souffrance de son peuple. La diplomatie, entre-temps, était une farce soigneusement construite. Hitler se montrait au monde comme un leader patient, prêt à dialoguer. Il parlait d'autodétermination et de paix, sachant que les démocraties européennes craignaient une nouvelle guerre. Mais en secret, depuis avril, il avait donné l'ordre de préparer l'invasion. Le plan s'appelait Fallweiss, ou Cas blanc, et fixait le début des opérations pour septembre 1939. Ce dont Hitler avait besoin n'était pas une excuse morale, mais un acte théâtral donnant l'apparence d'une défense. L'idée d'une provocation déguisée surgit au sein de la SS. Reinhard Heydrich, suivant les ordres de Himmler, conçut une opération factice, justifiant l'offensive. Dans la nuit du 31 août, un groupe d'agents déguisés en uniforme polonais attaqua une station de radio allemande dans la localité de Gleiwitz. Ils laissèrent derrière eux plusieurs cadavres, des prisonniers du camp de concentration de Dachau, exécutés quelques minutes auparavant et habillés en soldats ennemis.
À l'aube, la nouvelle se répandit dans toute l'Allemagne. La Pologne avait agressé le Reich. Hitler s'est présenté devant le Reichstag le 1er septembre 1939. Son discours, soigneusement rédigé, mêlait indignation, destin et vengeance. « Depuis cette nuit, les troupes allemandes répondent aux attaques polonaises », proclama-t-il. En réalité, plus d'1,5 million de soldats allemands avançaient déjà sur le territoire polonais. L'invasion fut rapide et dévastatrice. La Wehrmacht déploya une combinaison inédite de forces blindées, d'artillerie mobile et d'aviation. C'était la naissance pratique de la Blitzkrieg, la guerre éclair. Hitler observait les cartes avec satisfaction. En quelques jours, les défenses polonaises s'effondrèrent. Les colonnes de chars traversèrent le pays tandis que la Luftwaffe détruisait routes, trains et abris civils. Lors de ces réunions, le Führer parlait avec un fervent mysticisme de la justice historique qui s'accomplissait sous ses yeux. Il voyait la guerre non comme une action politique, mais comme un acte biologique, l'expansion du peuple fort sur le faible. Chaque ville conquise était pour lui une victoire de la nature. Le 3 septembre, la Grande-Bretagne et la France déclarèrent la guerre à l'Allemagne. Hitler ne s'y attendait pas si tôt. Pendant des années, il avait parié que la peur les paralyserait comme à Munich. Mais cette fois, le silence fut brisé. Cependant, il ne broncha pas. Devant ses généraux, il sourit et dit « Maintenant, tout dépendra de qui résistera le plus longtemps. » Il croyait que les démocraties n'avaient pas de volonté de sacrifice. Sa confiance en la victoire était totale. Pendant que la Wehrmacht avançait, Hitler ordonna la coopération avec l'Union soviétique. Des semaines auparavant, il avait signé avec Staline le pacte de non-agression connu sous le nom de Molotov-Ribbentrop. Officiellement, c'était un accord de neutralité, mais il contenait un protocole secret qui divisait l'Europe de l'Est en zones d'influence. Le 17 septembre, l'armée rouge envahit la Pologne depuis l'Est, complétant la partition du pays. Pour Hitler, c'était un coup de maître. Il avait neutralisé son ennemi le plus redouté, l'Union soviétique, et évité une guerre sur 2 fronts. Les images de Varsovie détruites furent célébrées comme un triomphe à Berlin. Goebbels organisa des défilés, des films et des actualités montrant Hitler comme le restaurateur de l'ordre. L'invasion, présentée comme opération de libération, renforça son aura d'infaillibilité. Au fond de lui, il croyait que le destin le guidait. « Rien ne pourra nous arrêter », dit-il à ses ministres. « La prochaine étape sera dictée par la Providence. » Dans les territoires occupés, la SS et la Gestapo commencèrent leur propre travail. Au fur et à mesure que l'armée avançait, les Einsatzgruppen exécutaient intellectuels, officiers et prêtres polonais. Hitler considérait ces actions comme une exigence politique. Détruire l'identité nationale pour effacer toute possibilité de résistance. La guerre, de son point de vue, n'était pas seulement une question militaire, mais raciale. La Pologne devait disparaître en tant que nation pour laisser place au futur empire germanique. Fin septembre, le pays était divisé. Varsovie tomba le 27 et le dernier bastion polonais se rendit le 6 octobre. À Berlin, Hitler fut accueilli par des foules en liesse. Sur les balcons flottaient des drapeaux, les enfants chantaient des hymnes, et les journaux parlaient du génie stratégique du Führer. À la chancellerie, les officiers l'observaient marcher d'un pas lent, sûr, comme un acteur dans son rôle sacré. Il croyait avoir démontré que l'histoire répondait à sa volonté, que la guerre était une épreuve de foi et que les dieux du destin avaient choisi l'Allemagne pour réécrire la carte de l'Europe. L'admiration pour la Blitzkrieg et les premières victoires. Hitler assista aux campagnes éclairs avec un mélange de fascination technique et d'extase idéologique. La Blitzkrieg n'était pas une invention miraculeuse du Führer, mais elle s'insérait parfaitement dans sa vision du monde. Rapidité, décision et annihilation de l'adversaire avant qu'il ne puisse articuler sa résistance. Il observait la coordination entre blindés, aviation et artillerie comme une chorégraphie destinée à imposer la volonté de l'Allemagne par la voie de l'efficacité. La campagne occidentale de 1940 fut son grand triomphe cinématographique. La stratégie qui mena à la chute de la France combinait audace opérationnelle et habileté politique. Après avoir simulé une offensive par le nord, les Allemands exécutèrent le véritable mouvement à travers les Ardennes, une région que les Alliés considéraient impraticable pour de grandes unités blindées.
Lorsque les colonnes blindées apparurent dans des terrains inattendus, l'effondrement fut autant psychologique que militaire. Paris tomba avec une rapidité qui paralysa l'Europe occidentale. À Berlin, les nouvelles arrivaient comme des actes sacrés, cartes peintes de l'avancée, photos des armées occupant les places, et le sentiment croissant d'un Führer qui semblait toucher l'histoire du bout des doigts. Hitler exploita ses victoires non seulement comme des exploits militaires, mais aussi comme des actes de légitimation personnelle. Chaque conquête alimentait le récit d'infaillibilité qui prenait corps dans la propagande. Dans son esprit, le génie militaire n'était pas une question de chance, mais de vision. Sa capacité à comprendre le pouls de la nation, à décider sans hésitation, à imposer sa volonté sur les institutions morales et politiques. La rapidité de la Blitzkrieg renforça sa conviction que la guerre pouvait se réduire à un acte de volonté concentré et organisé. La Norvège et le Danemark, en avril 1940, offrirent une autre démonstration de la polyvalence de la machine de guerre allemande. L'opération combina des débarquements navals, des parachutistes et la neutralisation rapide des capacités ennemies pour assurer l'accès à l'Atlantique Nord et aux ressources en fer norvégiennes. Hitler apprécia ces succès pour leur mélange d'audace opérationnelle et de résultats stratégiques. Protéger les lignes d'approvisionnement, contrôler les ports et sécuriser le matériel industriel. Chaque mission réussie confirmait un schéma mental. Si la vitesse et la surprise étaient soutenues par un soutien logistique, la guerre devenait une série de victoires presque inévitables. La chute de la France, cependant, eut un effet symbolique profond. L'humiliation de la Troisième République et la capitulation sans défense prolongée au cœur de l'Europe renforcèrent en Hitler l'idée de la faiblesse occidentale. Il interpréta l'absence de volonté de combat comme une dette historique que les démocraties paieraient encore et encore. L'occupation de Paris fut montrée dans la presse nazie comme la consommation d'un cycle, la restitution de l'honneur allemand et la confirmation du Führer comme son architecte. L'iconographie du Reich, composée de drapeaux, étendards et hymnes, devint inséparable du récit de la victoire rapide et totale. La Blitzkrieg, vue depuis Berlin, semblait tout justifier. Au front, cependant, la réalité était différente dans des nuances qui n'altéraient pas la perception de Hitler. Les troupes rencontraient des problèmes logistiques, les colonnes blindées souffraient de l'entretien et du carburant, et l'occupation nécessitait d'administrer des territoires avec des populations hostiles. Mais ces obstacles ne contredisaient pas la thèse centrale du Führer, que la guerre éclair permettait d'imposer des solutions rapides et que par conséquent, la résistance ennemie pouvait être écrasée avant que ses défauts structurels ne deviennent une menace. Dans la politique intérieure, les victoires ont généré un effet de rétroaction. L'euphorie collective a renforcé l'obéissance et la dévotion envers le leadership. Le culte de la personnalité s'est nourri de triomphes militaires présentés comme des preuves d'une vérité suprême. L'histoire favorisait les forts. Dans les discours de la chancellerie, chaque avancée se traduisait en préceptes moraux. La guerre éclair est devenue une métaphore de la pureté et de la décision qui devait régir la vie du Reich. Néanmoins, l'admiration de Hitler pour la Blitzkrieg avait des limites conceptuelles. Il l'identifiait à la victoire absolue et l'appliquait comme doctrine universelle. La vitesse n'était plus seulement une tactique, mais une exigence stratégique. La guerre devait être rapide ou ne pas être. Cette prémisse le conduirait plus tard à évaluer avec un optimisme excessif des opérations dont les variables logistiques et géographiques échappaient à la flexibilité de la guerre éclair. Alors que l'Europe se transformait sous l'ombre du Reich, Hitler contemplait le plateau continental avec l'assurance de celui qui croit posséder la main gagnante. La Blitzkrieg ne se contentait pas de démolir des États. Elle cimentait aussi une foi personnelle, que la volonté concentrée, légitimée par l'efficacité technique et l'ardeur nationale, rendait réel ce qui, jusqu'alors, n'était que pensée. Depuis son bureau, entouré de cartes et de rapports, il commençait à esquisser des étapes encore plus ambitieuses. Il croyait que si la campagne occidentale avait été une démonstration de force irrésistible, l'acte suivant serait la confirmation définitive de son génie. Hitler en tant que commandant suprême, l'illusion du génie militaire. Le succès des campagnes de 1940 consolida chez Hitler une certitude dangereuse, que son intuition était supérieure à tout calcul technique. Les généraux pouvaient connaître l'art de la guerre, mais lui seul en comprenait l'esprit. Dès lors,
Le Führer commença à assumer un rôle de plus en plus direct dans la conduite militaire, intervenant dans les plans, modifiant les stratégies et subordonnant la logique opérationnelle à la réalisation de sa vision idéologique. Dans les premières années du conflit, il entretenait une relation de respect apparent avec le haut commandement. La Wehrmacht avait démontré efficacité et discipline, et ses commandants jouissaient encore d'une certaine marge de décision. Cependant, à mesure que les victoires s'accumulaient, Hitler fit reculer l'autorité professionnelle au profit de la loyauté personnelle. Il considérait que la prudence militaire était une forme de lâcheté et que les doutes de ses officiers n'étaient pas tactiques, mais des symptômes de faiblesse morale. Au quartier général de la chancellerie, et plus tard dans le Nid du Loup en Prusse orientale, il commença à diriger les opérations avec une minutie obsessionnelle. Il exigeait des rapports quotidiens, corrigeait les positions des unités sur les cartes et réécrivait des directives complètes. Il le faisait avec la certitude de celui qui se sent choisi par l'histoire. La guerre, pour lui, était une manifestation de volonté, et si la volonté était pure, elle ne pouvait échouer. Lors des réunions d'état-major, son ton changeait avec les mois. De l'enthousiasme exalté, il passait au monologue autoritaire. Il n'écoutait plus personne. Hitler voyait le commandement militaire comme un acte spirituel, non technique. Selon ses mots, les généraux pensaient en ligne, lui pensaient en destin. Il répétait que les hommes du front combattaient non seulement pour l'Allemagne, mais pour une cause cosmique, et que leur devoir était de les maintenir en mouvement, sans hésitation. Les pertes étaient inévitables, la retraite inconcevable. Dans son esprit, chaque décision devait refléter la foi du leader dans la mission historique du Reich. Cette mentalité se traduisit par une structure de commandement de plus en plus rigide. Le haut commandement de l'armée commença à perdre son autonomie face au nouveau haut commandement des forces armées créé sous son contrôle direct. Hitler voyait dans cette réorganisation une manière d'unifier la stratégie, mais en réalité, c'était un mécanisme pour concentrer le pouvoir sur sa personne. Les officiers les plus brillants, comme Halder, Brauchitsch et Rundstedt, commencèrent à comprendre que la guerre ne se livrait pas tant sur le front que dans l'esprit du Führer. Sa journée était une routine d'obsession. Il se levait tard, travaillait la nuit, dormait peu. Il passait des heures sur les cartes, déplaçant des divisions avec des crayons de couleur, convaincu qu'il connaissait chaque colline et chaque route mieux que les hommes qui combattaient là. Il rejetait les rapports négatifs et punissait le doute. Quand une offensive n'avançait pas, il en imputait la faute au manque de foi dans la victoire. Pour Hitler, la guerre était un acte de croyance, non de calcul. En privé, il méprisait la vieille aristocratie prussienne qui dominait les grades supérieurs de l'armée. Il les considérait incapables de comprendre sa vision politique. Pendant qu'il parlait de stratégie, lui parlait de destin racial. Cette distance idéologique se transforma en méfiance. Les généraux qui recommandèrent la prudence étaient écartés ou humiliés. Ceux qui obéissaient sans poser de questions étaient promus. La méritocratie militaire fut remplacée par la dévotion idéologique. Le contrôle qu'il exerçait sur les commandements était aussi émotionnel. Il alternait éloges grandiloquents et explosions de colère. Son style n'était pas celui d'un stratège rationnel, mais celui d'un prophète en transe. Il croyait que sa seule présence insufflait de la force aux troupes et que sa voix pouvait changer le cours des batailles. Les officiers apprirent à adapter les rapports à ses attentes, à atténuer les échecs, à inventer des progrès. Ainsi se forma un cercle vicieux où la réalité militaire disparaissait derrière le mythe. Hitler s'inspirait des modèles qu'il admirait dans l'histoire allemande, Frédéric le Grand, Bismarck, les conquérants qui avaient façonné des nations par la force de la décision. Mais dans son cas, l'histoire se transformait en théâtre. Il se présentait comme un commandant omniscient, un génie autodidacte qui avait rompu avec les dogmes du passé. La propagande renforçait cette image. Chaque opération réussie était attribuée à son génie personnel et non au travail collectif de l'état-major. Cette illusion d'infaillibilité grandissait à la vitesse de ses victoires. Dans les années 1940 et 1941, l'Europe continentale semblait se rendre à son passage. Norvège, Pays-Bas, Belgique, France, Balkans. Tous étaient tombés sous son contrôle. Hitler y voyait la confirmation de sa doctrine du commandement absolu. « L'histoire ne récompense pas ceux qui doutent », disait-il. Pour lui, les dieux étaient de son côté, et la guerre n'était que la scène où il devait démontrer son rôle de conducteur des peuples.
Cependant, sous la surface du succès, se préparait une erreur fatale. En substituant le jugement technique par la foi personnelle, Hitler transforma la structure de commandement en une extension de son esprit. Aucune critique ne survivait. Les décisions tactiques se subordonnaient aux symboles idéologiques. Résister signifiait croire, se retirer, trahir. C'est ainsi qu'est née la rigidité qui coûterait plus tard des millions de vies. À l'été 1941, convaincu de son infaillibilité, Hitler entreprit la campagne qu'il considérait comme le point culminant de son destin, la conquête de l'Est. Ce qui avait commencé comme une guerre d'expansion se transformerait en guerre d'anéantissement. La haine du communisme et la fantaisie de l'Empire allemand à l'Est. Dès les premières années du national-socialisme, le communisme représentait pour Hitler bien plus qu'une doctrine politique. C'était, dans sa vision du monde, une menace existentielle. Il l'identifiait comme une création juive destinée à détruire les nations de l'intérieur et à corrompre la pureté raciale. Dans Mein Kampf, il avait déjà posé l'équation qui guiderait toute sa politique extérieure. Judaïsme égale bolchevisme. Cette idée, répétée pendant des années, se transforma en la justification idéologique de la guerre totale contre l'Union soviétique. Pour Hitler, le conflit avec Staline n'était pas une dispute de système, mais une croisade raciale. Il les considérait comme des races inférieures, incapables de créer une culture ou un État, et donc condamnées à servir comme main-d'œuvre ou à disparaître. Son modèle d'avenir était un empire agraire germanique s'étendant jusqu'aux Urals, approvisionnant le Reich en nourriture, matières premières et esclaves. À la fin de 1940, alors qu'il combattait encore dans l'ouest de l'Europe, Hitler envisageait déjà cette expansion. L'opération Barbarossa commençait à prendre forme dans son esprit comme une entreprise providentielle. Dans son discours intérieur, l'Allemagne devait détruire l'Union soviétique, non seulement pour la sécurité militaire, mais pour accomplir sa destinée historique. En pratique, le plan fut conçu avec un mépris absolu pour les avertissements logistiques. Hitler voyait l'immensité du territoire soviétique non pas comme une difficulté, mais comme une opportunité de démontrer la supériorité germanique. Les ordres préalables à l'invasion laissèrent claire son intention. Il ne s'agissait pas d'une guerre conventionnelle, mais d'une guerre d'anéantissement. Les commissaires politiques de l'armée rouge devaient être exécutés sur le champ. Les villes, privées de ravitaillement, seraient laissées mourir de faim. Les prisonniers de guerre seraient traités comme des sous-humains. Hitler exigeait une brutalité sans limite, convaincu que la compassion était une faiblesse. Les hauts commandements militaires, bien que inquiets, obéirent. Dans le système qu'il avait créé, l'obéissance était synonyme de loyauté. Le 22 juin 1941, plus de 3 millions de soldats allemands franchirent la frontière soviétique. Ce fut la plus grande invasion terrestre de l'histoire. Hitler observa l'avancée depuis la tanière du loup avec l'émotion de celui qui contemple l'accomplissement de sa mission. Il était convaincu que quelques mois suffiraient pour détruire le colosse aux pieds d'argile. Il disait qu'il suffisait de défoncer la porte pour que toute la structure bolchevique s'effondre. Au début, les rapports semblaient le confirmer. En quelques semaines, les armées allemandes prirent Minsk, Smolensk, Kiev. Des centaines de milliers de prisonniers soviétiques marchaient vers l'ouest en colonnes interminables. Hitler voyait les images et en parlait comme d'un châtiment divin. Chaque victoire était, pour lui, la preuve que la nature récompensait la force et punissait la faiblesse. La Blitzkrieg s'étendait désormais sur le continent eurasien comme une religion. Mais derrière les victoires initiales commençait à se former la contradiction de son rêve impérial. Le territoire était trop vaste, les distances insurmontables, l'hiver approchait et la résistance soviétique ne s'effondrait pas comme il l'avait prédit. Pourtant, Hitler n'acceptait pas la réalité. Il interprétait chaque retard comme un manque de foi de ses généraux. « Le bolchevisme est mort, il ne le sait simplement pas encore », disait-il. Il ordonna d'avancer sans relâche vers Moscou, convaincu qu'une seule grande bataille déciderait du destin du monde. Parallèlement, l'appareil d'occupation nazi mettait en marche l'autre face du plan, la colonisation et l'extermination. Dans les territoires conquis, les Einsatzgruppen reçurent des ordres directs d'éliminer les juifs, les communistes et toute figure associée à l'intelligentsia locale. Les meurtres de masse en Ukraine, en Biélorussie et dans les pays baltes furent présentés comme des mesures de sécurité. Pour Hitler,
Il faisait partie de l'ingénierie biologique de son empire, nettoyer le sol des éléments indésirables pour le repeupler avec des colons allemands. Le soi-disant Général-Plan Ost, élaboré par la SS sous la supervision de Himmler, prévoyait le déplacement ou l'élimination de plus de 30 millions de personnes. Dans les documents internes, on parlait d'évacuation. Mais le sens était clair, la germanisation totale de l'Est. Les villages seraient détruits, les enfants sélectionnés selon des critères raciaux, les récoltes confisquées pour nourrir le Reich. Hitler imaginait un paysage ordonné, avec des fermes modèles et des routes impériales, habitées uniquement par des Allemands purs. C'était l'utopie raciale transformée en plan d'État. À Berlin, la propagande maintenait la narration du triomphe inévitable. Le Führer apparaissait entouré de cartes indiquant les avancées, promettant la chute imminente de Moscou. Dans son discours du 3 octobre 1941, il déclara que l'Union soviétique était déjà brisée et ne se relèverait pas. Mais à quelques kilomètres de la capitale russe, l'avancée s'arrêta. L'hiver arriva plus tôt que prévu. Les températures tombèrent à moins 40 degrés. Les chars ne démarraient pas, les fusils gelaient, les divisions manquèrent de vêtements chauds. Les généraux demandaient de reculer et de se regrouper, mais Hitler l'interdit. Il ne pouvait accepter que sa vision du destin allemand soit contredite par le climat ou par la résistance d'un peuple qu'il considérait inférieur. « Le soldat allemand doit apprendre à supporter la souffrance », cria-t-il lors d'une réunion. Sa décision condamna des dizaines de milliers d'hommes à mourir gelés dans les steppes. Cependant, la défaite ne changea pas sa conviction. La guerre à l'Est était sacrée et devait se poursuivre jusqu'à l'extermination de l'ennemi. L'échec devant Moscou marqua le début de la fin du mythe de l'invincibilité. Mais à l'intérieur du Führer, cela ne fit que renforcer son obsession. Convaincu que la nature elle-même lui avait confié une mission, Hitler s'accrocha encore plus à sa fantaisie impériale. Dans son esprit, l'Est restait la clé de l'avenir allemand, une terre immense, purifiée par la violence, où son peuple régnerait pendant 1000 ans. La réalité, cependant, commençait à briser cette illusion. L'Union soviétique n'était pas vaincue, ses usines produisaient plus d'armes, ses armées se regroupaient et l'hiver ne faisait pas de distinction raciale. L'Holocauste comme partie centrale du projet de guerre. Pour Hitler, la question juive n'était pas un problème social à résoudre à l'intérieur du Reich, c'était une pièce stratégique sur son échiquier militaire. Depuis son premier vocabulaire politique, l'antisémitisme occupait une place centrale. Avec la guerre, cette hostilité s'est transformée en politique d'État et en outil pour maximiser les ressources du conflit. L'élimination systématique des Juifs s'est ainsi articulée non seulement comme une fin idéologique, mais aussi comme un moyen d'assurer l'efficacité militaire, l'exploitation économique et le réaménagement démographique du continent. Dans la vision hitlérienne, la présence juive était inséparable de la décadence qu'il attribuait à l'Occident et de la menace bolchevique qu'il attribuait à l'Est. Exterminer les Juifs signifiait, dans sa logique, purifier la nation d'une supposée tumeur et, en même temps, dépouiller un ennemi interne de ses réseaux économiques et culturels. Sur le plan pratique, la purification de communautés entières libérait des biens qui pouvaient être expropriés pour financer la guerre et soutenir l'appareil étatique. Pour une direction qui voyait la société comme une ressource manipulable, la répression avait également un calcul utilitaire. L'appareil qui a transformé la haine en action était une machinerie complexe dans laquelle Hitler a délégué fonction et légitimité. Himmler et la SS se sont chargés de convertir l'intention idéologique en processus administratif et opérationnel. Les unités mobiles d'extermination, les Einsatzgruppen, ont suivi l'avancée de la Wehrmacht en 1941, exécutant des massacres de masse dans les arrières soviétiques. Les tueries à Babi Yar, à Kiev ou dans les vastes plaines ukrainiennes étaient, du point de vue de la direction, des mesures de sécurité destinées à éliminer d'éventuels foyers de résistance et à anéantir ceux qui, par ethnie ou appartenance politique, étaient considérés comme des ennemis. La logistique du crime a évolué avec la guerre. Ce qui a commencé comme des exécutions massives dans des fosses communes a été rationalisé et technicisé. Camps, ghettos, déportations et finalement centres industriels de la mort. L'établissement de camps de concentration et d'extermination tels qu'Auschwitz-Birkenau,
Treblinka, Sobibor et Beujek correspondaient à une planification méthodique où la bureaucratie se combinait avec l'impulsion génocidaire. Documents, ordres, listes de transport et enregistrements comptables montrent comment l'efficacité administrative a été mise au service de l'objectif criminel. Pour Hitler et ses collaborateurs, la capacité d'organiser l'anéantissement était une démonstration de contrôle total sur la société et sur la guerre. La conférence de Wannsee, en janvier 1942, a symbolisé la conversion de l'antisémitisme en politique d'État à l'échelle européenne. Là, de hauts fonctionnaires du Reich ont coordonné les mécanismes de déportation et de traitement des populations juives des territoires sous contrôle allemand. Du point de vue du Führer, ces décisions n'étaient pas des erreurs morales, mais des étapes logiques dans la consolidation d'un empire racial qui nécessitait la suppression de ce qui était considéré comme impur. La rationalité technique employée à Wannsee et dans les ministères a révélé la froideur avec laquelle l'anéantissement a été traité. La mort a été calculée, mesurée et organisée avec la même minutie que celle avec laquelle on planifiait les offensives et les approvisionnements. Hitler percevait également une dimension instrumentale dans l'utilisation de la main-d'œuvre prisonnière. Les camps n'ont pas seulement été des lieux d'extermination, ils sont également devenus des sources de travail esclave pour l'industrie de l'armement et l'économie occupationnelle. Les entreprises allemandes et les administrations militaires ont tiré profit du travail forcé. L'exploitation économique s'inscrivait ainsi dans l'objectif militaire: maintenir la production et l'approvisionnement en conditions de pénurie. Depuis le bureau du Führer, la logique était claire. Si la guerre exigeait des ressources, la répression pouvait les fournir. La relation entre la guerre et le génocide s'est également exprimée dans la marginalisation des normes internationales. Sous prétexte de sécurité, des conventions ont été suspendues, la protection des civils annulée et la loi redéfinie comme instrument d'exception. Hitler y vit l'opportunité de formaliser des pratiques qui, en temps de paix, auraient été impensables. L'exception de guerre justifiait, dans le langage du régime, des mesures extraordinaires appliquées systématiquement contre les Juifs et autres groupes persécutés. Même lorsque la haute hiérarchie militaire pouvait avertir des risques stratégiques et logistiques liés à la mobilisation de ressources pour la répression massive, Hitler soutenait que la destruction des éléments indésirables était indissociable du succès militaire. Dans son calcul, permettre l'existence de communautés considérées comme subversives constituait un risque plus dangereux que toute usure du matériel de guerre. De plus, la politique de terreur intérieure servait à effrayer des populations entières et à réduire la possibilité de sabotage ou de résistance dans les territoires occupés. La répression devint ainsi un instrument de pacification et de contrôle territorial. Le coût humain de ces décisions fut incommensurable et pour la machine de l'État nazi, c'était également une variable intégrée dans la planification. Déportation par train, sélection systématique à l'arrivée et flux continu d'hommes, de femmes et d'enfants soumis à un processus industriel d'annihilation. Hitler non seulement toléra cette machinerie, mais la légitima en termes historiques et biologiques, la présentant comme un acte nécessaire à la survie du peuple allemand. Dans son récit, l'élimination était une tâche historique, comparable en gravité aux grandes entreprises politiques qui, selon lui, forgeaient des nations. Avec la guerre qui s'étendait et les lignes de front changeantes, la politique génocidaire demeura une priorité. Ce n'était ni une politique marginale ni un accident, c'était une pièce centrale du projet politique et militaire du régime. L'erreur fatale: sous-estimer l'Union soviétique et l'hiver russe. La campagne contre l'Union soviétique a été marquée par une double erreur de calcul qui, dans l'esprit d'Hitler, ne pouvait exister. Sous-estimer la capacité de résistance de l'adversaire et mépriser la force de la nature. Ces deux éléments, qui pour tout chef militaire prudent auraient été des variables essentielles, furent pour lui des obstacles superflus dans la marche d'un destin qu'il croyait inexorable. Ce mélange d'arrogance et de déni constitua, avec le temps, la blessure ouverte qui finirait par saigner le Reich. À l'été 1941, l'ampleur de l'invasion dépassa tout précédent. Plus de 3 millions d'hommes, des milliers de chars et des centaines d'avions se dirigèrent vers l'Est à un rythme dévastateur. Les premiers succès semblaient confirmer la logique de la Blitzkrieg: rupture profonde, encerclement de grandes forces et effondrement de l'appareil étatique ennemi.
Mais, au même moment où les divisions avançaient, les lignes de ravitaillement s'allongeaient selon une géométrie que la logistique allemande n'avait jamais connue à cette échelle. Des routes de terre transformées en bandes de boue, des voies ferrées aux largeurs différentes, des dépôts situés à des centaines de kilomètres des colonnes mobiles. Tout cela minait la promesse d'un avancement continu. Hitler n'accepta pas que la guerre à l'Est exigeât une autre manière de faire la guerre. Pour lui, la flexibilité démontrée en Europe occidentale devait se reproduire à l'identique en Russie. Il exigea que les unités progressent sans s'arrêter, que l'offensive soit implacable jusqu'à la rupture finale. Lorsque le haut commandement suggérait des pauses pour réorganiser, sécuriser les communications et regrouper les approvisionnements, le Führer interprétait la proposition comme un manque de volonté. « L'ennemi se brisera si nous avançons », insistait-il, convaincu que tout répit était une concession morale et stratégique. La décision opérationnelle qui symbolisa ce mélange de foi et d'erreur fut la dispersion des objectifs. Au lieu de concentrer toutes les forces sur un objectif décisif comme Moscou, Hitler valida la déviation de grandes unités vers le sud et le nord, la prise de l'Ukraine avec ses ressources agricoles et industrielles, et le siège de Leningrad avec sa valeur symbolique et historique. Pour lui, posséder ces territoires était autant une question matérielle qu'une affirmation du pouvoir racial. Les généraux, qui demandaient de prioriser et de concentrer, virent la campagne se diluer sur plusieurs fronts, chacun avec sa propre saignée de ressources. Le renseignement échoua également à nourrir l'illusion. Des rapports optimistes sur la désintégration interne du soviétique, des calculs erronés sur la capacité de mobilisation industrielle et la sous-estimation de l'esprit de résistance alimentèrent la fausse conviction d'une victoire rapide. Hitler, qui vivait déjà dans une sphère de certitude, accueillit ces lectures comme une confirmation. Dans ses discours et réunions, il rejetait la possibilité d'une guerre longue. Il la considérait comme une hérésie tactique. Ce refus structurel de l'incertitude le conduisit à planifier avec une exactitude supposée quelque chose qui, par définition, était imprévisible. Lorsque l'hiver arriva, la réalité démentit cruellement cette assurance. Le froid russe ne fut pas une métaphore, ce fut une mécanique qui désarticula logistique et hommes. Des températures extrêmes gelèrent les carburateurs, figèrent les lubrifiants et réduisirent la mobilité des machines. Les voies se transformèrent en pièges, les camions furent bloqués et le manque de vêtements chauds et de rations transforma les troupes en victimes du climat autant que du combat. Des problèmes logistiques tels que l'insuffisance de vêtements d'hiver appropriés, le manque de pièces de rechange ou la rupture des chaînes d'approvisionnement révélèrent que l'avancée avait été possible uniquement grâce à l'audace momentanée et non à la durabilité de l'effort. Hitler, loin d'admettre que la nature avait érigé une barrière, interpréta le blocage comme une preuve de lâcheté ou de trahison. Les demandes de retrait ou de réorganisation furent considérées par lui comme des actes de reddition morale. Au lieu de déléguer à ses chefs militaires dotés de plein pouvoir technique, il durcit les ordres et les interdictions. Ne pas reculer, maintenir les positions à tout prix, punir sévèrement toute initiative locale qui contredirait la ligne supérieure. La guerre cessa d'être un processus adaptatif pour devenir un commandement dogmatique. Cette conversion religieuse de la stratégie eut des conséquences concrètes. Les unités restèrent immobilisées dans des positions que l'approvisionnement ne pouvait soutenir. La perte d'hommes par le climat et le combat s'accéléra. Le moral se détériora dans des conditions que la propagande ne pouvait masquer. La marée humaine qui croyait capable de civiliser l'Est commença à subir l'érosion de la fatigue et de la famine. Les rapports du front, qui auparavant étaient ajustés pour ne pas contrarier le Führer, commencèrent à accumuler des chiffres impossibles à dissimuler. Pertes croissantes, lignes de remplacement insuffisantes et une capacité industrielle soviétique qui déplaçait des usines au-delà des Urals et augmentait sa production. La sous-estimation de l'ennemi se matérialisa également dans l'incapacité à prévoir la résistance populaire et la guerre partisan. Là où Hitler espérait la reddition de populations inférieures, l'occupation fut reçue par des sabotages, des guérillas et une guerre d'usure qui multiplia la nécessité de troupes d'occupation. Chaque acte de répression contre les civils, conçu comme un instrument de pacification raciale, alimenta la résistance et détourna des ressources militaires vers la répression interne.
La frontière entre opérations contre les armées et opérations de sécurité s'estompa et l'effort de guerre se fragmenta en 1000 tâches contradictoires. À la chancellerie, la réponse fut la réitération de la volonté. Hitler s'enferma encore davantage dans son cycle de décisions impératives. La notion d'un retrait stratégique devint politiquement inacceptable. L'erreur n'était plus seulement tactique, elle était devenue principe politique et preuve de caractère. Se rendre à l'évidence aurait été admettre que sa vision historique était faillible, et cela, dans son schéma mental, équivalait à une trahison. La combinaison de distances inabordables, d'une résistance réorganisée, de conditions climatiques extrêmes et de décisions politiques niant la logique logistique, créa dans l'ensemble une toile d'araignée de problèmes. Chaque tentative de solution partielle trouvait une réponse adverse. Réorganiser retardait les opérations. Renforcer les fronts affaiblissait d'autres zones. Insister sur des offensives prolongeait les pertes. Ce qui au début avait semblé une démonstration de puissance se transforma en un piège d'usure. L'entrée des États-Unis dans la guerre. Le 7 décembre 1941, l'attaque japonaise contre Pearl Harbor a changé l'équilibre mondial. Pour Hitler, la nouvelle est arrivée comme un coup inattendu, mais qu'il a interprété avec le même prisme idéologique que tout le reste. Non pas comme un avertissement, mais comme une confirmation de sa vision du monde. Pendant des mois, les services de renseignement l'avaient informé de tensions croissantes entre le Japon et les États-Unis. Cependant, même les stratèges les plus optimistes du haut commandement ne croyaient pas que Tokyo attaquerait directement une puissance aussi industrialisée. Lorsque la radio annonça le bombardement de Pearl Harbor, Hitler réagit avec un mélange d'euphorie et de soulagement. Dans sa vision, l'entrée du Japon signifiait l'ouverture d'un second front qui détournerait les ennemis occidentaux du Reich. C'était, selon lui, l'alliance des peuples guerriers contre les empires de l'argent et de la décadence. Le 11 décembre, sans avoir été attaqué par Washington, l'Allemagne déclara la guerre aux États-Unis. La décision ne fut pas consultée avec les commandements militaires ni avec ses conseillers diplomatiques. Ce fut un acte d'impulsion idéologique. Hitler le considérait comme inévitable. Si le monde était divisé entre deux ordres irréconciliables, la confrontation totale devait s'accomplir. Dans son discours devant le Reichstag, il parla de Roosevelt comme le porte-parole du judaïsme international et présenta la guerre comme une croisade contre le capitalisme et le communisme, désormais réunis dans un même bloc. L'entrée des États-Unis modifia les proportions de la guerre d'une manière qu'ils ne pouvaient même pas mesurer. Jusqu'alors, l'Allemagne s'était confrontée à des puissances européennes aux ressources limitées ou désorganisées. Maintenant, elle devait lutter contre un continent industriel doté d'une capacité de production presque infinie. En 1942, les usines américaines commencèrent à fabriquer plus d'avions, de chars et de navires que toute l'Europe réunie. Mais Hitler, prisonnier de sa propre foi en la volonté sur la matière, dédaigna ces chiffres. Lors des réunions nocturnes du quartier général, il répétait que le véritable ennemi n'était pas sur les fronts, mais dans les esprits corrompus, qui dirigeaient la presse et l'économie. La guerre, disait-il, devait devenir un affrontement mondial entre civilisations. Cette interprétation idéologique l'empêcha de voir la dimension logistique du conflit qu'il avait lui-même provoqué. Tandis que les États-Unis multipliaient leur production, l'Allemagne restait liée aux ressources qu'elle parvenait à extraire des territoires occupés et à un système industriel déjà marqué par la fatigue. Sa réaction a été d'intensifier le contrôle politique interne. Les défaites partielles sur le front oriental, l'échec à Moscou et le début des bombardements alliés sur l'Allemagne l'ont poussé vers une rhétorique de résistance totale. Dans ses discours de 1942 et 1943, Hitler parlait de la guerre mondiale finale entre les peuples de l'esprit et ceux de l'argent. Il réclamait du peuple allemand un sacrifice absolu. L'ennemi n'était plus une armée, c'était le monde entier. La propagande de Goebbels a adapté le récit. Les usines travaillaient sans relâche tandis que la population subissait le rationnement et les premiers bombardements. Dans les actualités, on montrait des images de ruines sur fond de musique héroïque, exaltant la résistance. Hitler apparaissait en public moins fréquemment, mais quand il le faisait, sa figure projetait toujours l'autorité. Les masses le voyaient encore comme l'homme qui avait rendu la fierté nationale, et non comme le dirigeant qui avait poussé l'Allemagne vers un abîme de plus en plus profond.
En interne, le Führer restait convaincu que le cours de la guerre pouvait être inversé par une manœuvre décisive. Malgré les avertissements de ses généraux, il refusa de replier des troupes du front oriental. Il préférait perdre des divisions entières plutôt que de reconnaître que le rêve de dominer l'Eurasie était terminé. Dans ses conversations privées, l'entrée des États-Unis était décrite comme un accident, une provocation du sionisme international. En réalité, cela l'avait transformé en l'architecte involontaire d'une guerre impossible à gagner. Pendant ce temps, les Alliés consolidaient une coalition sans précédent. La coopération entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique unifiait ressources, renseignements et stratégies. La production massive de matériel de guerre en Amérique et l'approvisionnement à l'Union soviétique par des routes comme l'Arctique transformaient la supériorité matérielle en avalanche. Hitler le savait, mais rejetait toute comparaison quantitative. « Les machines ne battent pas les hommes », insistait-il. Sa foi dans la volonté collective allemande restait son argument final. À partir de 1943, la différence entre foi et illusion devint irréconciliable. Le front oriental s'effondrait lentement, le nord de l'Afrique se perdait, et l'Italie commençait à vaciller comme alliée. Mais Hitler refusait d'admettre que la guerre s'était transformée en une lutte de résistance désespérée. Selon ses mots, « L'Allemagne ne peut pas perdre, seuls les Allemands peuvent faillir ». Cette phrase, prononcée avec froideur, définissait sa nouvelle stratégie, intensifier la discipline interne, éliminer tout doute et prolonger la guerre au-delà de toute logique. Le 18 février 1943, Goebbels prononça à Berlin le célèbre discours de la guerre totale, reflétant la pensée du Führer. C'était l'admission tacite que le rêve impérial avait échoué, mais aussi la tentative de transformer le désastre en une épopée de sacrifices. Confrontation directe avec des généraux clés. La guerre avait transformé Hitler en un commandant qui ne tolérait plus les nuances. Son autorité absolue au sein du Reich l'avait habitué à un environnement où toute divergence était interprétée comme une trahison. Sur le front militaire, cette psychologie le confrontait aux mêmes hommes qui, dans les premières années, avaient exécuté brillamment ses ordres. Les tensions avec les généraux sont devenues un théâtre de soupçons, de destitution et d'humiliation publique. La guerre a cessé d'être une entreprise collective pour devenir une prolongation du tempérament du Führer. L'un des premiers à expérimenter cette confrontation fut Gerd von Rundstedt, un vétéran de l'armée prussienne qui avait participé à presque toutes les grandes campagnes allemandes. Respecté pour son expérience, il représentait la tradition professionnelle que Hitler méprisait. Sur le front occidental, pendant 1941 et 1942, Rundstedt osa exprimer ce que beaucoup pensaient en silence, que la guerre totale était insoutenable, que les lignes étaient trop étendues, que l'ennemi avait une supériorité matérielle. Hitler interpréta ces observations comme du défaitisme. Il le destitua pour manque de foi en la victoire et le remplaça temporairement, bien qu'il le réembauchât plus tard, conscient de sa capacité. Dès lors, chaque rencontre entre eux fut une lutte silencieuse entre la réalité militaire et l'obstination politique. Heinz Guderian, le créateur intellectuel de la Blitzkrieg, fut un autre des cibles de cette tension. Guderian avait démontré que la mobilité et la surprise pouvaient décider d'une guerre, mais sa franchise le rendait intolérable pour Hitler. Lorsque l'hiver russe arrêta l'offensive de 1941, Guderian insista pour se replier afin de sauver des unités et réorganiser la logistique. Hitler l'accusa de lâcheté. En décembre, il le destitua du commandement et le mit en réserve. Guderian, qui avait symbolisé l'innovation technique de l'armée allemande, devint un paria au sein de la structure qu'il avait lui-même contribué à créer. Il ne fut réhabilité qu'en 1943, lorsque le désastre de l'Est obligea Hitler à recourir de nouveau à ses anciens critiques, bien que sous stricte surveillance. Le cas le plus emblématique fut celui d'Erwin Rommel, le renard du désert. En Afrique, Rommel était devenu un héros tant pour le peuple allemand que pour la propagande du régime. Son audace et son sens tactique le rendirent légendaire, mais son indépendance éveilla la méfiance du Führer. Hitler admirait ses victoires, mais irrité par sa tendance à agir sans attendre d'ordre. Lorsque la situation en Afrique du Nord commença à se détériorer, Rommel avertit de l'impossibilité de résister sans renfort ni carburant.
Il proposa de se replier sur des positions défensives. Hitler, fidèle à son dogme de ne céder aucun terrain, l'accusa de défaitisme et ordonna de résister jusqu'au bout. En privé, il qualifia Rommel de « général des touristes », incapable de comprendre la dimension idéologique de la guerre. La chute de l'Africa Korps et la perte de l'Afrique du Nord en 1943 scellèrent le destin de leur relation. Bien que Rommel continuât à servir en Europe, le Führer ne lui faisait plus confiance. Lorsque, en 1944, il fut impliqué indirectement dans le complot du 20 juillet, son sort fut scellé. Hitler lui offrit un choix, un procès public qui traînerait sa famille ou un suicide silencieux. Rommel choisit la seconde option. Pour le Führer, sa mort fut une autre purge nécessaire. Pour l'histoire, elle fut le symbole de la rupture définitive entre l'idéal militaire et la folie politique du régime. Les disputes ne se limitèrent pas aux fronts extérieurs. Dans la structure interne du haut commandement, Hitler maintenait un climat de compétition et de surveillance qui annulait toute coordination effective. La rivalité entre la Wehrmacht, la Luftwaffe et la SS était délibérément encouragée. Göring, Himmler et Keitel s'espionnèrent mutuellement pour gagner la confiance du Führer. Les rapports arrivaient déformés, les chiffres étaient maquillés, les échecs déguisés en victoires partielles. Dans cet enchevêtrement de désinformation, Hitler prenait des décisions de plus en plus déconnectées de la réalité, mais personne n'osait le contredire. Sa méfiance était totale. Il voyait des conspirations dans chaque retard, dans chaque suggestion de repli. Lors des réunions, son ton passait du calme glacial à l'explosion de colère en quelques minutes. Il lançait des objets, frappait la table, criait aux officiers jusqu'à les réduire au silence. Les discussions tactiques se transformaient en interrogatoires idéologiques. Il demandait non ce qu'il pensait, mais en quoi il croyait. La guerre devint une épreuve de foi personnelle. Le Führer ordonne, l'histoire obéit, répétait-il, convaincu que les cartes se plieraient à sa volonté. En 1944, les tensions atteignirent un point irréversible. Le débarquement allié en Normandie révéla la fragilité du système de commandement. Les généraux demandaient une liberté de manœuvre pour réagir rapidement. Hitler insistait pour diriger chaque mouvement depuis son bunker sans accepter que le front changeait toutes les minutes. Rundstedt, de nouveau à la tête de l'Ouest, implora l'autorisation de se replier et de réorganiser la défense. Hitler le lui interdit. Il ne peut y avoir de retraite sur le sol allemand, ordonna-t-il. Quelques jours plus tard, il le destitua de nouveau. La chaîne d'ordres contradictoires transforma la défense en chaos. Alors que les Alliés avançaient, le Führer restait convaincu qu'une contre-attaque miraculeuse inverserait la situation. Les généraux qui avaient été ses instruments devinrent ses victimes. Beaucoup furent dégradés, arrêtés ou poussés au suicide. Ceux qui restèrent à ses côtés le firent plus par peur que par conviction. Hitler avait obtenu ce qu'il avait toujours voulu, une armée entièrement subordonnée à sa volonté. Les ordres suicidaires et le déni de la réalité. Ces dernières années de la guerre, le leadership d'Hitler a cessé d'être un exercice de stratégie pour devenir une succession de mandats impossibles. Sa relation avec la réalité s'est fracturée sous le poids de la défaite, mais son autorité, alimentée par la peur et le fanatisme, est restée intacte. Les ordres sont devenus des expressions de volonté sans base matérielle ni sens tactique. Résister, mourir, se sacrifier, ces mots ont remplacé toute logique militaire. Le Führer avait transformé la guerre en une liturgie où chaque perte devait être justifiée comme preuve de pureté. Le tournant a été Stalingrad. La ville, devenue symbole, a absorbé les derniers vestiges de rationalité dans la stratégie allemande. Depuis l'été 1942, Hitler insistait pour la conquérir non pas pour sa valeur industrielle, mais pour son nom. La victoire devait être une humiliation directe pour Staline. Lorsque les troupes du 6e armée, commandées par le général Friedrich Paulus, furent encerclées par les forces soviétiques à l'hiver 1942, les commandants demandèrent la permission de rompre l'encerclement et de se replier. Hitler l'interdit. Stalingrad sera pris ou perdu jusqu'au dernier homme, ordonna-t-il. Pendant des semaines, les soldats allemands résistèrent parmi les ruines et par des températures sous zéro, entourés par un ennemi croissant en nombre. La Luftwaffe promit un ravitaillement aérien, mais la réalité contredit cette promesse. Les avions pouvaient à peine couvrir une fraction des besoins quotidiens. Pourtant, Hitler exigeait de maintenir la position.
Sa logique était symbolique. Si Stalingrad tombait, le mythe de l'infaillibilité allemande s'effondrerait avec elle. Lorsque le général Paulus se rendit le 2 février 1943 avec près de 100 000 survivants faméliques, Hitler le considéra comme un traître. « Il aurait dû se suicider comme un vrai Allemand », dit-il, incapable d'accepter que son ordre ait conduit à l'anéantissement d'une armée entière. Dès ce moment, le mot « retraite » disparut de son vocabulaire. Chaque front devait être maintenu à tout prix. Les officiers tentant de raisonner étaient licenciés ou envoyés au front sans commandement. À partir de 1943, la structure militaire allemande fonctionnait sous une consigne unique: résister, même si plus aucune arme, carburant ou homme n'était disponible. Les divisions détruites étaient reconstituées sur le papier et les ordres arrivaient depuis le bunker avec précision mathématique et déconnexion totale. Hitler dirigeait les batailles avec des cartes et des punaises, croyant que le front répondait à la géométrie. La distance entre ses décisions et la réalité du champ de bataille grandit jusqu'à devenir un abîme. Le même phénomène se répéta à Koursk à l'été 1943. Hitler insista pour lancer une offensive gigantesque afin de reprendre l'initiative à l'Est, convaincu qu'un coup décisif pouvait inverser la situation. Les généraux avertirent que la surprise était perdue, que les soviétiques étaient préparés et que la supériorité matérielle de l'ennemi était déjà écrasante. Il ignora tous les rapports. L'opération Citadelle se termina en catastrophe. Milliers de chars détruits, pertes irréparables et fin définitive de l'offensive allemande sur le front oriental. Mais pour Hitler, les causes n'étaient ni logistiques ni stratégiques, mais spirituelles. « Il nous a manqué la foi », murmura-t-il devant ses officiers en montrant la carte d'une main tremblante. À mesure que le Reich reculait, l'ampleur des ordres suicidaires augmentait. En 1944, après le débarquement allié en Normandie et l'effondrement du front occidental, Hitler interdit toute retraite sur le sol allemand. Chaque ville devait devenir une forteresse, chaque soldat un mur. Berlin, Danzig, Breslau, Königsberg. Toutes furent déclarées places de résistance totale. La consigne était une sentence. Qui se rendrait serait exécuté. Qui survivrait devait résister. Pendant ce temps, les civils étaient recrutés dans des milices improvisées. Les enfants des jeunesses hitlériennes recevaient des fusils et des consignes de gloire, et la SS exécutait sommairement ceux qui tentaient de fuir. La décomposition de l'État se déguisait en discipline. Hitler voyait dans la souffrance du peuple une forme de rédemption nationale. Les pertes étaient inévitables, la défaite impossible. Dans la rhétorique du Führer, chaque ville détruite était une offrande à la grandeur allemande. La propagande de Goebbels parlait de sacrifices héroïques, tandis que les bombes alliées dévastaient Hambourg, Dresde et Berlin. Dans les rapports militaires, les chiffres des pertes étaient omis ou transformés en données abstraites, impossibles à contester. La vérité était un luxe que le régime ne pouvait plus se permettre. L'isolement du Führer atteignit son paroxysme en 1945. Enfermé dans le bunker de la chancellerie, entouré de secrétaires, d'assistants et d'un cercle d'officiers fidèles, Hitler continuait de dicter des ordres à des armées inexistantes. Il demandait des mouvements impossibles, réclamait des divisions fantômes, insistait pour des contre-attaques depuis des fronts qui n'existaient plus. Ses assistants traçaient les lignes sur les cartes, sachant que ces unités avaient été détruites des semaines auparavant. Mais personne n'osait le corriger. Les réunions étaient devenues des rituels d'obéissance. Tous acquiesçaient, tous faisaient semblant que la guerre continuait. À mesure que l'encerclement soviétique se refermait sur Berlin, ses ordres prirent un ton de purge. Il ordonna de fusiller les officiers accusés de faiblesse, de détruire les infrastructures essentielles pour éviter qu'elles soient utilisées par l'ennemi et de brûler les archives et œuvres d'art. Sa logique finale était simple et dévastatrice. Si l'Allemagne avait échoué dans sa mission historique, elle devait disparaître avec lui. « Le peuple allemand m'a trahi », dit-il lors de sa dernière conférence militaire. « Il ne mérite pas de survivre. » La rupture totale, le complot du 20 juillet 1944. L'attentat du 20 juillet 1944 fut bien plus qu'une tentative d'assassinat. Il représenta l'effondrement interne de la fidélité aveugle qui avait soutenu le régime.
Pendant des années, la figure de Hitler avait été intouchable au sein de la hiérarchie allemande. Le serment personnel de loyauté, instauré dès 1934, transformait toute opposition en crime sacré. Mais à mesure que la guerre se transformait en catastrophe, un groupe d'officiers, de diplomates et de membres de l'état-major commença à concevoir l'impensable, éliminer le Führer pour sauver ce qu'il restait de l'Allemagne. Le général Klaus von Stauffenberg, mutilé en Afrique et témoin de l'effondrement du Reich, incarnait la contradiction d'une élite militaire qui avait servi le régime avec discipline, mais qui le voyait désormais comme un destructeur de la nation. À ses côtés se joignirent des officiers tels que Henning von Treschow, Ludwig Beck et Erwin von Witzleben, entre autres. Le plan était simple dans son concept et presque impossible à exécuter. Assassiner Hitler, prendre le contrôle de Berlin par l'opération Valkyrie, un plan d'urgence conçu initialement pour réprimer des insurrections internes et négocier la paix avec les Alliés avant l'occupation totale du pays. Le 20 juillet, Stauffenberg assista à une réunion au quartier général de Rastenburg avec une bombe cachée dans sa mallette. Il plaça l'engin sous la table où Hitler examinait des cartes avec ses officiers. À 12h42, l'explosion détruisit la salle, tua 4 personnes et en blessa plusieurs autres. Mais Hitler survécut. La table en chêne absorba une grande partie de l'impact et lui sauva la vie. Ce détail changea le cours de l'histoire. Les heures suivantes furent un mélange de confusion et de destin. À Berlin, les conspirateurs crurent un bref instant que le Führer était mort. Ils activèrent l'opération Valkyrie, mobilisèrent des troupes, arrêtèrent des membres des SS et commencèrent à émettre des ordres au nom d'un nouveau gouvernement provisoire. Mais la voix de Hitler, diffusée à la radio depuis Rastenburg cette même nuit, détruisit tout espoir. « Je suis vivant, et la vengeance sera terrible », déclara-t-il. Le coup d'État s'effondra en quelques heures. Hitler interpréta l'attentat non pas comme un acte de désespoir patriotique, mais comme la confirmation de sa vision du monde. Un réseau de traîtres internes prêts à le détruire de l'intérieur. La suspicion qui pendant des années avait été un outil de contrôle devint une obsession totale. Il ordonna une purge immédiate. Des milliers de personnes furent arrêtées en quelques jours. Les tribunaux du Volksgerichtshof, dirigés par Roland Freisler, transformèrent les procès en spectacles publics d'humiliation. Les accusés étaient insultés, frappés et pendus avec des cordes de piano, leurs corps exposés comme avertissement. Le cercle du pouvoir s'est encore resserré. Hitler ne faisait plus confiance à personne en dehors de son entourage immédiat. Il voyait des ennemis même parmi les plus dévoués. Les quelques généraux qui ont tenté de raisonner avec lui ont été écartés ou forcés à la retraite. La chaîne de commandement, déjà affaiblie, est devenue un labyrinthe de terreur. Aucun officier ne savait si son supérieur survivrait à la semaine suivante. La politique de la peur paralysait la prise de décision et détruisait les derniers vestiges de coopération militaire. Psychologiquement, l'attentat a marqué la transition définitive de Hitler vers l'isolement paranoïaque. Sa santé s'est visiblement détériorée, tremblements incontrôlables, insomnie, épisodes de colère prolongés. Il passait des jours sans dormir, enfermé dans son bunker, examinant des cartes avec une main qui ne pouvait plus tenir le crayon fermement. Il parlait de la Providence comme d'un bouclier personnel. « Seule la force du destin me protège », répétait-il, convaincu que sa survie était la preuve d'un choix divin. La répression qui a suivi n'a pas seulement éliminé les conspirateurs, mais aussi tous ceux qui avaient exprimé des doutes dans le passé. Officiers, fonctionnaires, prêtres et membres de l'aristocratie ont été exécutés sans preuve. Dans les mois suivants, plus de 5000 personnes ont été assassinées dans le cadre de la purge. L'Allemagne, qu'Hitler avait promis d'unifier sous un idéal, sombrait maintenant dans une vague de violence dirigée contre elle-même. L'effet politique a été dévastateur. L'armée a perdu beaucoup de ses cadres les plus compétents et la peur a remplacé l'initiative. Sur les fronts, les troupes combattèrent sans espoir, tandis qu'à Berlin, on parlait de trahison interne pour expliquer toutes les défaites. Hitler, dans son délire, voyait dans chaque échec un sabotage. « Si tous m'avaient suivi avec foi, la victoire aurait été nôtre », dit-il lors d'une réunion avec ses ministres, frappant la table du poing. À partir de ce moment, le Führer gouverna un pays en ruine, soutenu uniquement par des fanatiques et des bureaucrates qui craignaient sa colère plus que la défaite.
Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée de sauver l'Allemagne a fini par consolider la dictature dans sa forme la plus pure, celle d'un homme seul qui n'écoutait plus, entouré d'une obéissance vide. La fin dans le bunker, du Messie du Reich au leader effondré. Le Führer, autrefois omniprésent, s'était mué en une ombre enfermée sous terre, dirigeant un empire qui n'existait plus que sur les cartes de son bureau. Son monde se réduisit à un labyrinthe de ciment et d'acier, le Führerbunker, dans les jardins de la chancellerie de Berlin. Là, entouré de secrétaires, d'officiers, de médecins et d'assistants personnels, Hitler passa ses derniers 120 jours d'existence. Le bunker avait l'air humide, des corridors étroits et un éclairage qu'on n'éteignait jamais. Sa routine était un écho du passé. Il passait en revue des rapports qui ne reflétaient plus rien de réel, dictait des ordres à des armées inexistantes et réprimandait des généraux qui avaient depuis longtemps perdu le contrôle de leurs unités. Chaque jour, son cercle se réduisait davantage. Eva Braun, sa compagne de longues années, demeurait à ses côtés. Joseph Goebbels, son ministre de la propagande, était le dernier croyant inébranlable. L'Allemagne extérieure avait cessé d'exister. Berlin était un champ de ruines. Des enfants des jeunesses hitlériennes patrouillaient les rues avec des lance-grenades. Les civils mouraient sous les bombardements et les abris étaient saturés. Hitler, cependant, refusait d'abandonner la capitale. Il disait que son destin devait s'accomplir là où avait commencé sa grandeur. Sa croyance en la providence devint son dernier dogme. Si le peuple allemand avait failli, il devait être détruit avec lui. La détérioration physique d'Hitler était évidente. Il souffrait de tremblements constants, pouvait à peine marcher, et ses discours étaient devenus des monologues erratiques. Il parlait de contre-attaques impossibles, de divisions qui n'existaient plus, d'armes secrètes qui changeraient le cours de la guerre. Ses aides faisaient semblant de prendre des notes. Les réunions avec l'état-major se transformèrent en cérémonies vides où l'on lisait des comptes rendus de guerre irréels et où l'on traçait des plans sur des cartes représentant des territoires déjà occupés. Parfois, il restait des minutes en silence, regardant le sol, avant d'exploser de colère. En avril 1945, lorsque les troupes soviétiques traversèrent l'Oder et se rapprochèrent de Berlin, Hitler ordonna encore une défense totale. Des divisions formées d'adolescents, de vieillards et de restes d'unités détruites reçurent l'ordre de combattre jusqu'au bout. Goebbels organisa des discours radiophoniques dans lesquels il promettait la résurrection du Reich et comparait la situation à la chute de Rome. Pour les fidèles, mourir pour Hitler était une forme de rédemption. Pour les autres, il ne restait que le silence. Le 16 avril commença l'offensive finale soviétique sur Berlin. En moins de 2 semaines, l'encerclement était total. Hitler continuait d'émettre des ordres à des armées fantômes, croyant que la 12e armée du général Wenck viendrait secourir la ville. Aucune de ces forces n'existait plus comme structure opérationnelle. Pourtant, il ordonna des contre-attaques imaginaires, convaincu que le destin interviendrait une fois de plus en sa faveur. Les jours suivants furent une descente vers le délire. Hitler dicta son testament politique le 29 avril 1945, rédigé par sa secrétaire Traudl Jung. Dans celui-ci, il accusait les Juifs de la guerre et déclarait sa foi dans la mission historique du national-socialisme. Il désigna Karl Dönitz comme successeur, Goebbels comme chancelier du Reich et laissa des instructions pour que son corps ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. Cette nuit-là, il épousa Eva Braun lors d'une brève cérémonie à l'intérieur du bunker. Il y eut du champagne et du silence. À l'aube, Berlin brûlait. Le 30 avril, tandis que les Soviétiques progressaient dans les rues voisines, Hitler fit ses adieux à son personnel. Il s'enferma dans sa chambre avec Eva Braun. Il ordonna de ne pas être dérangé. Peu après, on entendit un coup de feu. Lorsque les assistants ouvrèrent la porte, ils le trouvèrent affaissé sur le canapé, une balle dans la tempe, une capsule de cyanure brisée dans la bouche. Eva Braun gisait à côté de lui, également empoisonnée. Les corps furent enveloppés dans des couvertures, aspergés d'essence et brûlés dans le jardin de la chancellerie, suivant ses instructions. La nouvelle se répandit dans les couloirs du bunker comme une rumeur contenue. Goebbels, fidèle jusqu'au bout, se suicida le lendemain avec sa femme après avoir assassiné leurs 6 enfants. Les restes du régime se dissoudirent entre flammes et fumée. Dans les jours suivants, l'armée soviétique prit la chancellerie et le Reich, qui devait durer 1 millier d'années, disparut après 12 ans.